Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. De fortes pluies ont eu lieu à Kinshasa dans la nuit du 1er au 2 mai 2025 et ont laissé des traces énormes dans plusieurs communes de la capitale. Vous aurez les détails dans ce journal. Et puis, le réquisitoire visant le sénateur à vie et ancien président Joseph Kabila sera examiné dans le strict respect de la Constitution, a annoncé Jean-Michel Sama Lukonde ce vendredi lors de la plénière au Sénat. Et à l'international, la célébration de la journée du 1er mai a été marquée par un rassemblement de milliers de personnes dans le riz de Paris. Vous aurez les détails et plus amples précisions dans ce journal. Madame, Messieurs, bonsoir chez vous et bienvenue à cette grande édition du journal télévisé sur Géopolis Télévision en ce deuxième jour du 5e mois de l'année. Le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, a affirmé ce vendredi 2 mai en plénière que les réquisitoires visant le sénateur à vie et ancien chef de l'État Joseph Kabila sera examiné dans le strict respect de la Constitution et du règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement. Cette déclaration qui intervient après que le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a annoncé la saisie officielle du bureau du Sénat par l'auditeur général des FARDC. Ces derniers sollicitent la levée des immunités parlementaires de Joseph Kabila afin qu'il soit jugé pour haute trahison, crime contre l'humanité et crime de guerre. Il est soupçonné d'être le principal instigateur de la rébellion du M23 AFC, accusé d'agression armée contre la RDC. Et dans le cadre du procès très médiatisé, le parc au projet, je disais tantôt que dans le cadre du procès très médiatisé, le projet agro-industriel de Bukangalonzo, où le principal accusé est le député national et ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo, l'Assemblée nationale attend à présent la réponse officielle de la Cour constitutionnelle. C'est ce qu'a confirmé le premier vice-président de cette chambre basse du Parlement, Jean-Claude Chilumbaï, lors de la plénière du 2 mai. Il a rappelé que le bureau de l'Assemblée avait adressé une correspondance à la haute juridiction, réitérant qu'en vertu de la Constitution, seule l'Assemblée nationale est habilitée à lever les immunités d'un député ayant avant toute poursuite judiciaire en son encontre. Rachel Misenga. Sous la signature de l'honorable président de l'Assemblée nationale, une correspondance avait été adressée à la Cour lui rappelant la nécessité de respecter les prescrits de notre Constitution qui confère à l'Assemblée nationale le pouvoir seul d'autoriser les poursuites contre un député national ainsi investi de cette qualité. Mais pour autant que la Cour ait été saisie, nous pensons qu'il est de bon droit que l'on attende sa réaction. Cette intervention fait suite à l'audience du 23 avril, au cours de laquelle le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, avait rappelé qu'aucune demande de levée d'immunité n'avait été transmise au bureau pour permettre de poursuivre contre Matata Ponyo, élu député en 2023. En conséquence, Matata Ponyo
avait écrit à la Cour constitutionnelle pour notifier son absence à l'audience, affirmant avoir reçu une injonction de l'Assemblée nationale lui demandant de ne pas se présenter, cette question ayant été débattue en plénière. Mais cet argument a été balayé par le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, qui a fermement rappelé que, selon l'article 151 de la Constitution, l'Assemblée nationale ne peut ni donner d'injonction au pouvoir judiciaire, ni interférer dans un procès en cours. Il a ainsi maintenu la tenue de l'audience en l'absence de Matata Ponyo et de ses deux co-accusés. Ces mêmes jours, le ministère public a requis une peine de 20 ans de travaux forcés contre l'ancien Premier ministre pour les détournements présumés de plus de 205 millions de dollars alloués au projet agro-industriel de Bukanga-Lonzo. L'affaire a été prise en délibéré avec un verdict attendu pour le 14 mai. Cette affaire, hautement sensible, ravive un débat juridique complexe sur la séparation de pouvoir et l'indépendance de la justice. En 2021, la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente pour juger Matata Ponyo, non pas en raison de son statut de sénateur, mais en tant qu'ancien Premier ministre, en estimant que cette qualité ne relevait pas de sa compétence directe. Or, en août 2023, sous une nouvelle présidence, la même Cour est revenue sur sa position et s'est finalement déclarée compétente pour instruire cette affaire. Entre-temps, Matata Ponyo est devenu député dans une nouvelle législature, relançant ainsi la question de la levée de ses immunités parlementaires qui, selon les députés, n'a jamais été formellement sollicité. Ces procès s'annoncent comme un véritable cas d'école pour les juristes congolais. Il met en lumière les tensions persistantes entre le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, tout en posant des questions fondamentales sur le respect des procédures constitutionnelles et les conditions dans lesquelles un député peut être poursuivi. Et puis, 30 ans après sa dernière participation, la République démocratique du Congo renouvelle sa candidature pour un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2026-2027. Après un lancement officiel à Kinshasa, la campagne s'est poursuivie à Genève lors d'un événement organisé à l'hôtel intercontinental à présence du corps diplomatique et de la diaspora congolaise. À empêcher, la ministre des Affaires étrangères s'est exprimée par un message lu par l'ambassadeur Paul Mpole Efambe, affirmant que la RDC, forte de son expérience, de sa position géostratégique et de son engagement pour la paix, est un candidat idéal. Francine Moukeba. Les corps diplomatiques, membres de la diaspora congolaise, tous étaient unis à l'hôtel intercontinental de Genève à l'initiative de la République démocratique du Congo qui poursuit son offensive diplomatique pour briguer un siège de membres non permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2026-2027. Empêchée, la ministre des Affaires étrangères n'a pas pu présider la cérémonie, mais s'est adressée à l'Assemblée par un message lu par les représentants permanents de la RDC à l'ONU à Genève, l'ambassadeur Paul Mpole Efambe. Dans ce message, elle a souligné la RDC reste convaincue que son expérience unique, sa position géostratégique au cœur de l'Afrique, ainsi que son engagement constant en faveur de la paix et de la sécurité font d'elle un candidat idéal pour siéger au sein de cet organe crucial des Nations Unies. Le chef de l'État s'est impliqué dans ce processus pour la mandature du Conseil, au Conseil de sécurité pour la RDC depuis qu'il est au pouvoir. Et il a dit que c'est le retour de la RDC au sein des institutions internationales. Nous avons été élus l'année passée pour le Conseil des droits de l'homme et le Conseil de sécurité, ça va être dans la continuité de cet effort. Dans la continuité de la campagne que nous avons organisé ce dîner pour que, comme vous avez vu, les États électeurs puissent nous assurer de leur vote. On vote par respect de l'État qui est candidat. Et la présence de tout ce monde, de tous ces ambassadeurs, signifie qu'ils nous respectent et qu'ils comptent sur la République démocratique du Congo pour le poste au sein du Conseil de sécurité. Ils nous ont assuré que
ils vont voter effectivement pour la République démocratique du Congo. Donc de ce côté-là, soyez sûr que la République démocratique du Congo sera élue. Pour rappel, la République démocratique du Congo a déjà occupé 2 fois ses sièges de membres non permanents au Conseil de sécurité. Une première fois de 1982 à 1983, puis une seconde de 1990 à 1991. L'élection est prévue pour le 3 juin prochain à New York. Quittons Genève pour revenir à Kinshasa où de fortes pluies se sont abattues, ont provoqué la mort de plusieurs personnes et causant d'importants dégâts matériels. Parmi les conséquences les plus graves figure la coupure de certaines routes stratégiques reliant la capitale à ses périphéries, compliquant davantage la circulation et l'accès à certains quartiers. Ces pluies se sont abattues donc dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 mai. Suivez. Une forte pluie s'est abattue dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 mai, Kinshasa, provoquant des dégâts humains et matériels importants. Le dernier bilan fait état de 6 morts, plusieurs maisons effondrées, des routes impraticables et des quartiers entiers submergés. Parmi les zones les plus touchées figurent Ngaliema, Mongafula, Kisenso, Kalamou et Limete. À Kanluka, dans la commune de Ngaliema, les inondations ont entraîné des éboulements meurtriers. Des habitations ont été emportées, forçant les habitants à fuir dans l'urgence. La pluie a également endommagé des infrastructures routières majeures, coupant des axes essentiels entre la ville et ses périphéries. Au quartier Joli Parc, toujours dans la commune de Ngaliema, 2 personnes ont péri après des inondations sans précédent le long de la rivière Mapenza. Dans la même zone, une partie du mur du cercle hippique s'est écroulée. Ces sites bordent une forêt récemment rasée pour faire place à un lotissement, ce qui aurait aggravé la vulnérabilité du sol. La situation est tout aussi critique dans les quartiers Punda et Bangou, à Binza Delvo, les avenues Tokende, Mbashi et Makombo, déjà fragilisées par une érosion vieille de 24 ans, ont vu les dégâts s'accroître sous l'effet de pluie. Une partie de la chaussée Lalou a cédé, rendant l'avenue Marie-Antoinette inaccessible. Les habitants redoutent désormais que certaines autres avenues soient les prochaines à être emportées. Ces nouvel épisode dramatique relance le débat sur les causes structurelles des inondations à répétition à Kinshasa. Elles sont bien identifiées, changement climatique avec des précipitations de plus en plus violentes, urbanisation sauvage, notamment l'occupation de zones inondables et la destruction de forêts urbaines, manque de curage de caniveaux et cours d'eau empêchant l'évacuation normale des eaux pluviales, défaillance de la planification urbaine avec peu ou pas de mesures de prévention. Tant que ces problématiques resteront sans réponse structurelle, chaque saison de pluie continuera de transformer Kinshasa en champ de ruines et en tombeau pour ses habitants les plus exposés. Le retour à Kinshasa était donc momentané. Nous allons nous rendre au Kananga, dans le chef-lieu de la province du Kasaï central, où la route Kananga-Kalambambouji constitue un axe stratégique pour le désenclavement de provinces de l'espace Kasaï en facilitant l'accès à l'océan Atlantique via la République d'Angola. Aujourd'hui, plus de 125 km de cette route sont déjà praticables grâce aux travaux en cours. Suivez ces commentaires de Francine Moukeba. Les travaux de réhabilitation de la route Kananga-Kalambambouji progressent à un rythme soutenu. Plus de 125 km ont déjà été ouverts en terre battue par l'entreprise Sino Hydro. Ces chantiers d'envergure, jugés stratégiques, est salué par la société civile. Nous pouvons déjà vous annoncer que les travaux évoluent convenablement parce qu'aujourd'hui, les travaux sont à plus de 125 km de PK0 jusqu'au village Mombela. Et là, il y a quand même quelque chose à saluer. Cette dernière appelle les ministres des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction à accélérer les démarches pour la poursuite des travaux. L'inquiétude au niveau du secteur privé, c'est au niveau de la deuxième phase concernant la construction proprement dite de la route. D'après la feuille de route et la promesse du chef de l'État, 4 entreprises devaient s'installer sur ces grands réseaux. Mais
nous constatons que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore vu l'effectivité de ces 4 entreprises, ni encore moins la visibilité. Au niveau du secteur privé, nous demandons au chef de l'État, avec ses services, nous demandons aussi au ministre de ZTP, à l'Agence congolaise des grands travaux, d'accélérer les démarches. Long de 230 km, cette route constitue un axe essentiel pour désenclaver la région d'Ikassai et permettre un accès direct à la mer via l'Angola. Dans le domaine de la santé, de nombreux enfants et même certains adultes souffrent d'asthme. Selon les spécialistes, cette maladie se manifeste principalement par des difficultés respiratoires et de douleurs thoraciques. À l'occasion de la journée mondiale de l'asthme célébrée chaque 2 mai, la rédaction de Géopolis Télévision s'est penchée sur ces problèmes de santé publique. Quels sont les facteurs qui favorisent l'apparition de l'asthme? Comment prévenir le crise qui y sont associés? Ces éléments de réponse sont donc à découvrir à travers le propos recueilli par Rachel Missenga. Pour prévenir, il faut tout simplement éviter l'exposition dans ces endroits-là. Les endroits qui contiennent des allergènes, comme nous avons souligné, les acariens, le grain de pollen. Éviter de rester dans un endroit clos, éviter de rester dans un endroit qui contient des fumées de tabac, ainsi de suite, de fumées toujours. Donc, toutes sortes de fumées, que ce soit des tabacs et autres, ça peut occasionner la survenue des crises d'asthme. On ne guérit pas de l'asthme, mais on suit les traitements pour qu'il n'y ait pas apparition de signes ou d'aggravation, pour que la personne ne puisse pas tomber dans un tableau d'aggravation des signes. Donc, ce sont je peux dire, c'est un traitement qui consiste à éviter l'apparition des signes ou à éviter de faire basculer quelqu'un dans un tableau de complications. Donc, c'est ça au moins le traitement. Donc, quels sont les aliments à éviter pendant l'asthme? Donc, si la personne développe l'asthme, il doit éviter d'abord des viandes graisses. Hein? Il doit éviter également des charcuteries, des crèmes froides. Il doit limiter de manger les produits contenant le sucre, l'alcool, les sels. Il doit éviter également les exercices physiques violents. Hein? Tout ça concourt à ce que nous appelons de mesures de prévention. Des mesures de prévention pour que la personne puisse éviter l'apparition, n'est-ce pas, des signes d'aggravation ou la personne puisse basculer dans un tableau de complications liées à l'asthme. Dans le domaine de sport, les Léopards U20 de la République démocratique du Congo jouent en ces moments face au Ghana pour le compte de la première journée de la CAN Égypte 2025. En conférence de presse la veille, le sélectionneur national Guy Boukassa a abordé cette première rencontre les détails dans cet élément. Les Léopards juniors de la République démocratique du Congo font leur entrée en lice face aux Black Stars du Ghana ce vendredi 2 mai sous le coup de 21h heure locale pour le compte de la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité qui se joue en Égypte. C'est jeudi en conférence de presse dans vos matchs, Guy Boukassa, sélectionneur de U20, parle de l'importance de cette rencontre. On s'est préparé pour ce match. C'est un match important, bien qu'il n'est pas encore décisif par rapport à la suite de la compétition. On va l'aborder avec tout le sérieux possible, avec beaucoup d'humilité, dans l'espoir justement de faire un bon résultat et d'honorer la République. Je disais, le Ghana est un habitué de ce niveau de compétition en jeunes. C'est une équipe très régulière et qui a même été championne du monde dans la catégorie. Donc nous, on ne fait que revenir à ce niveau de compétition. Nous leur devons le respect qu'ils méritent. Et après, nous sommes là pour se faire respecter et faire le maximum de bonnes performances possibles. Pour Samuel Tanda, capitaine des Léopards, lui et ses coéquipiers sont prêts et ont hâte de jouer. Moi et tous mes coéquipiers, on aborde ce match avec beaucoup
Pas d'impatience, mais on a hâte de rentrer dans la compétition. On s'est préparé depuis un moment, ça fait un moment qu'on en parle, de stage en stage. Donc on est tous excités à l'idée de jouer ce match. Aucun stress parce que on connaît nos qualités, on a travaillé. Donc aucun stress et beaucoup d'excitation à l'idée de commencer cette compétition. 12 ans après, le Fauve congolais retrouve la compétition réservée aux juniors et espère faire mieux que la génération de Yannick Bangala qui s'est arrêtée en phase de groupe lors de la dernière participation congolaise en 2013. Petite information qui vient de nous parvenir, les Léopards sont en ces moments en train de mener face aux Black Stars du Ghana sur la marque d'1-0 grâce notamment au but du capitaine que vous venez de suivre, Samuel Ntanda. Si le U20 joue en ces moments en Égypte pour les comptes de la CAN de la spécialité, les Léopards seniors auront également des rencontres en juin prochain pour le compte, pour envie donc de préparer les prochaines échéances. Les Fauves congolais joueront en match amical respectivement face aux Aigles du Mali puis face aux Baréas de Madagascar. Suivez les détails dans cet élément. Les Léopards de la République démocratique du Congo seront en terre française au mois de juin prochain pour disputer 2 matchs amicaux internationaux. Ces rencontres se tiendront au stade de la Source dans la ville d'Orléans dans le cadre de la préparation aux prochaines échéances, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. L'annonce a été faite jeudi 1er mai par la Fédération congolaise de football association via ses canaux de communication. La sélection congolaise affrontera d'abord les Aigles du Mali le jeudi 5 juin 2025 à 20h avant de croiser les crampons avec les Baréas de Madagascar le dimanche 8 juin à 16h. Ces deux confrontations permettront au sélectionneur Sébastien Desabre de peaufiner son effectif, de tester de nouveaux systèmes de jeu et d'évaluer ses joueurs en vue des échéances capitales de septembre, notamment le match décisif contre le Soudan du Sud et le Sénégal pour les qualifications au Mondial 2026. Lors du dernier match des Léopards Senior A, le sélectionneur des Sabres a déclaré que cette fenêtre de matchs amicaux constituera une occasion pour ajuster l'effectif. Il donnera sa chance à des joueurs régulièrement sélectionnés mais qui n'ont pas eu suffisamment de temps de jeu, notamment Galen Mukaou, Noah Sadiki et d'autres. On va quitter la République démocratique du Congo, madame, messieurs, pour faire place à présent à la page internationale. La page internationale de ce vendredi nous amène exclusivement et particulièrement à Paris, en France, où les manifestations du 1er mai ont rassemblé 2 milliers de personnes dans les rues. Syndicats, travailleurs et militants ont défilé dans le calme malgré quelques interpellations signalées. Retour sur une journée de mobilisation sociale à travers ces reportages signés Francine Moukeba sur les images de Patrick Mangala. Les manifestations du 1er mai ont bâti l'air plein ce mercredi à Paris. Les cortèges s'étaient lancés depuis la place d'Italie, dans le 13e arrondissement, pour rejoindre la place de la Nation en empruntant les boulevards de l'Hôpital, les ponts d'Austerlitz, puis les boulevards Diderot. Un parcours emblématique pour cette journée dédiée aux revendications sociales et syndicales. Les principaux leaders syndicaux étaient présents en tête des marches. Dans la foule, chaque manifestant portait une motivation propre selon son engagement politique ou sa profession. Les pancartes variaient autant que les slogans, traduisant la diversité de luttes portées en ces jours symboliques. Aujourd'hui, je suis à la manifestation pour défendre les droits des travailleurs et surtout, comme le dit ma pancarte, pour défendre le fait que les richesses doivent être mieux réparties, qu'elles soient mieux réparties entre les salariés, entre les patrons, qu'elles soient mieux réparties entre les pays du monde entier, parce qu'il y a évidemment des pays comme en Afrique qui sont exploités par d'autres pays, y compris pour leurs ressources minières, y compris pour leur force de travail, y compris pour se débarrasser de nos ordures, de nos vieux vêtements, et ça c'est absolument inadmissible. Moi je suis de manière générale de gauche et je suis contre le capitalisme et contre l'exploitation des travailleurs.
pour plus de droits des travailleurs, une meilleure protection sociale pour tous les travailleurs et toutes les travailleuses. Moi, je représente les infirmières de la FSU, du SNICS FSU. Et là, on a une grosse actualité puisqu'il y a la loi infirmière qui va être votée par le Sénat le 5 mai. Donc, on est vraiment en attente de création de postes par rapport à la souffrance mentale qui fait partie de nos missions et qui correspond vraiment à une actualité pour nos jeunes en ce moment. Notons toutefois que 13 personnes ont été interpellées selon la préfecture des polices. Malgré ces quelques tensions isolées, la manifestation s'est globalement déroulée dans le calme et s'est clôturée sans incident majeur. Et au cours de cette même manifestation à Paris, une autre forme d'expression s'est glissée entre le slogan, celle de petits vendeurs de rue, crêpes, hot dogs, bouteilles d'eau, une parenthèse commerciale inattendue qui a trouvé sa place parmi les revendications sociales. Encore une fois, Patrick Mangala avec un commentaire, cette fois-ci de Rachel Missenga. En ce 1er mai à Paris, les pavés n'ont pas résonné uniquement au rythme des slogans syndicaux. Derrière les banderoles et les revendications sociales, une autre scène s'est discrètement invitée à la manifestation, celle du petit commerce des rues. Parmi la foule, un vendeur ambulant d'eau vendait les cortèges, intercalant son cri de vente entre deux appels à la justice sociale. Non loin de là, une famille venue de la banlieue parisienne proposait crêpes et hot dogs aux manifestants. Pour l'une de sœurs, les affaires ont été bonnes. On vend des crêpes, donc ici, donc mon grand frère il fait les crêpes, et ici moi personnellement je fais les hot dogs, voilà, il y a les griffes au niveau des prix, et tout est varié. On va dire ça marche bien, on va pas se plaindre, mais des fois c'est compliqué. Curieux et assoiffés, certains passants se laissent tenter. Entre une gorgée d'eau fraîche et une bouchée de crêpes, les échanges s'improvisent, les sourires s'échangent. Si quelques regards réprobateurs sont venus rappeler que la rue n'était pas un marché, la majorité a accueilli cette parenthèse commerciale avec bienveillance. Oui, bien sûr. Alors oui, les gens sont sympas, mais il y en a quelques-uns toujours, voilà, c'est comme tout le monde, il y a des bons et des mauvais partout. Ceci est la preuve, peut-être qu'en marge de la colère sociale, il reste de la place pour les petits gestes, les petits profits et un brin d'humanité. C'était donc les images exclusives de Patrick Mangala depuis Paris, à qui nous rendons un vibrant hommage. On va prendre l'avion pour rentrer à Kinshasa, où la revue de presse nous attend avec le commentaire de Don Momat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous ouvrons cette revue de presse par Le Phare qui revient sur une information explosive. L'auditeur général des FARDC a officiellement saisi le bureau du Sénat pour demander la levée des immunités de Joseph Kabila, ancien président de la République et sénateur à vie. 3 chefs d'accusation sont retenus contre lui: haute trahison, crime de guerre et crime contre l'humanité. Selon le ministre de la Justice Constant Moutamba, cette démarche s'inscrit dans le cadre du dossier lié à la guerre d'agression menée par le Rwanda à l'est de la RDC, guerre à laquelle Kabila serait lié par le biais de la FC M23. Le tabloïd insiste. L'auditeur général des FARDC affirme avoir réuni des preuves probantes et suffisantes du parrainage de la FC M23 par l'ancien chef de l'État. Impact News, en revanche, adopte une lecture juridique plus rigoureuse et rappelle que la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 garantit une immunité pénale complète aux anciens présidents élus, que les actes aient été posés dans l'exercice ou en dehors de leurs fonctions. Aucune décision, même en cas de crime ou d'infraction flagrante, ne peut être valablement exécutée tant que l'immunité n'a pas été levée par le Congrès, précise-t-il. Les communiqués de Constant Moutamba seraient, selon lui, une négation pure et simple de l'état de droit.
Sur un autre registre, l'Observateur revient également sur la signature récente de la déclaration des principes entre Kinshasa et Kigali. L'opposition politique, par la voix de la plateforme Lamuka, critique ouvertement cet accord, notamment dans sa composante minière. Prince Epengue, son porte-parole, accuse le président Félix Tshisekedi de brader le minerai du pays contre une hypothétique sécurité, réclamant plutôt une coopération gagnant-gagnant. Géopolis Hebdo s'inscrit en faux contre cette lecture et précise que l'accord signé à Washington ne prévoit ni cogestion minière ni abandon de souveraineté. Il s'agirait, selon le tabloïd, d'un effort de transparence et de coopération sur les ressources naturelles partagées, notamment autour du parc transfrontalier de Virunga et du lac Kivu, riche en gaz méthane. Le projet Kivuwatt, déjà exploité côté rwandais, en est une illustration. Concernant les chaînes d'approvisionnement minier, le journal est catégorique. L'accord ne donne pas au Rwanda un accès aux mines congolaises, il vise au contraire à empêcher la contrebande. Enfin, le Moniteur clôt les débats en soulignant que, loin de tirer profit de cet accord, le Rwanda sort grand perdant. Le journal estime que Kigali est désormais contraint d'accepter les termes définis par Kinshasa et Washington, après avoir perdu l'avantage politique qu'il revendiquait. Privé de son narratif et de son casus belli, le Rwanda devra désormais revenir au partenariat gagnant-gagnant proposé par Tshisekedi dès le début de son mandat. Fin de cette revue de presse, bon début de week-end à toutes et à tous. C'est donc la fin de cette grande édition du journal télévisé, mais d'abord le rappel de trois principaux titres qui ont marqué l'actualité en ce vendredi. Le réquisitoire visant le sénateur à vie et ancien président Joseph Kabila sera examiné dans le strict respect de la Constitution, a annoncé Jean-Michel Samalou Kondé, président du Sénat, c'est vendredi lors de la plénière. Et puis, de fortes pluies ont eu lieu à Kinshasa dans la nuit du 1er au 2 mai 2025 et ont laissé des traces énormes dans plusieurs communes de la capitale. Et puis, la célébration de la journée du 1er mai a été marquée par un rassemblement de milliers de personnes dans le riz de Paris pour revendiquer. Voilà, messieurs, c'est donc avec ces trois principaux titres que nous bouclons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'élément important et essentiel dans le développement quotidien d'un homme ou une femme, c'est le travail. Bon début de week-end chez vous. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.